Bonjour Ron, et bienvenue à nouveau. Nous sommes de nouveau rejoints par le colonel Wilkerson, qui a passé des décennies au service militaire depuis les années 1960, avant d'entrer au gouvernement dans les années 2000 en tant que chef de cabinet du secrétaire d'État Colin Powell. Donc oui, merci de prendre le temps d'être avec nous. Ravi de vous retrouver, Glenn. Donc, à mon avis, l'un des grands problèmes en Occident aujourd'hui est l'incapacité à évaluer les préoccupations sécuritaires de nos adversaires, qu'il s'agisse de la Russie, de la Chine, de l'Iran ou d'autres. Car nous ne faisons plus ce qui est le plus fondamental lorsque l'on cherche à réduire la compétition sécuritaire. Nous ne discutons plus des intérêts sécuritaires de nos adversaires, parce que tous nos conflits doivent être présentés comme une lutte entre le bien et le mal. Donc, si vous ne pouvez pas évaluer les préoccupations sécuritaires de vos adversaires, il devient très difficile d'atténuer la compétition sécuritaire. En d'autres termes, tous les chemins vers la paix doivent passer par la victoire. Aujourd'hui, je voulais vraiment aborder ce qui est considéré comme la principale préoccupation historique, la préoccupation sécuritaire historique de la Russie, à savoir l'encerclement de la Russie. Si l'on regarde l'histoire russe, il s'agit d'une inquiétude persistante pour les Russes. L'élargissement de l'OTAN est en réalité la manifestation de cet encerclement du point de vue russe. Je me demandais si vous pouviez en parler. Comment percevez-vous cette préoccupation russe et pourquoi sont-ils autant inquiets à l'idée d'être encerclés? Je commence toujours par le contexte, et je pense que ce contexte devient plus clair chaque jour qui passe. Le contexte, c'est le grand jeu avec de nouveaux acteurs. Ce que je veux dire par là, c'est que le pouvoir se déplace inexorablement vers l'Est et s'éloigne de l'Ouest. Il suffit de regarder le nombre d'habitants pour comprendre pourquoi cela se produit à bien des égards. Une personne sur 5 dans le monde est chinoise. 2 sur 5 sont indiennes ou chinoises. 3 sur 5 sont asiatiques. Cela ne nous en laisse que 2 sur 5. Le pouvoir est en train de changer de camp. Il change très rapidement, beaucoup plus rapidement que dans l'autre sens pendant environ 2000 ans. Et l'Empire, mal dirigé, dirigé par un cirque à 3 pistes avec Trump au centre, Hegseth à gauche et Rubio à droite, si l'on veut, et les milliardaires derrière eux, ignorent totalement ce fait, à l'exception des milliardaires, des oligarques, qui sont très préoccupés par la capacité de l'Empire à continuer de violer, piller et dépouiller le monde en leur nom. Je ne dis pas cela à la légère, car c'est vraiment ce qu'est devenu le capitalisme entre les mains d'États comme Israël et les États-Unis. Et dans une certaine mesure, 1 ou 2 pays européens, c'est devenu prédateur, dans le sens où Marx, par exemple, je crois que c'était Marx, a dit que si on leur donne assez de cordes, ils finiront par se pendre eux-mêmes. Il y avait beaucoup de vrai là-dedans. On se retrouve face à des monopoles, des produits bon marché, des produits très chers, qui sont bon marché en termes de qualité de fabrication. Et ce n'est qu'un petit microcosme de ce qu'est le capitalisme prédateur. Mais c'est ce que nous sommes aujourd'hui, un État capitaliste, prédateur. Ce type d'État considère tout le monde comme un adversaire. J'ai beaucoup aimé votre utilisation de ce terme, adversaire, car nous ne voyons plus les gens, comme par exemple H.W. Bush le faisait lorsque je servais dans cette administration, en tant qu'assistant spécial de Colin Powell, alors qu'il était président du comité des chefs d'état-major interarmés. Nous appelions les gens des concurrents stratégiques s'ils étaient, en effet, nos concurrents sur le plan économique et commercial, et qu'ils pouvaient parfois nous menacer à cet égard. Nous les appelions des concurrents stratégiques.
Nous ne les appelions pas des adversaires. Je ne pense pas avoir jamais entendu Colin Powell utiliser ce terme lorsqu'il était secrétaire d'État ou président des chefs d'état-major interarmés. J'ai certainement entendu Dick Cheney et Donald Rumsfeld employer cette expression à plusieurs reprises. Et même Condi Rice, la conseillère à la sécurité nationale. C'est donc cela qui a pris le dessus. Ils ont cette peur incohérente. Ils ne peuvent même pas l'expliquer, et Trump encore moins, de ce qui se passe. Et cela se manifeste de façon flagrante en ce qui concerne la Chine. Et ce qu'ils ont fait, c'est mettre en place ce que j'appelle un arc de crise, qui s'étend désormais de l'Arctique, où la Chine tente très ouvertement de devenir membre de la communauté arctique, avec la Russie qui l'aide maintenant parce que nous les avons forcés à s'allier. Et cet arc de crise s'étend désormais jusqu'aux pays baltes, le général Donahue l'ayant ainsi déclaré, en passant par la guerre par procuration en Ukraine et jusqu'en Géorgie, où nous avons tenté de renverser le gouvernement. Ils essaient encore de le renverser parce que nous avons échoué la première fois. Ils ne sont pas restés très longtemps. Nous essayons actuellement de faire partir ce gouvernement parce qu'ils souhaitent une politique étrangère équilibrée, ni trop proche de Moscou, ni trop proche de l'OTAN, et cela continue jusqu'en Azerbaïdjan et en Iran, plutôt qu'en Irak, puis en Syrie, et jusqu'au Golfe Persique. Tout cet arc de crise, cette ligne géopolitique que nous avons tracée dans le sable, si l'on veut, de manière incohérente avec ce clone que nous avons comme président, est conçu pour freiner les initiatives de la ceinture et la route, qui sont désormais très en vue au centre, où l'Ukraine fait office de point d'arrêt, si l'on veut. Plus au sud, avec l'Iran, où l'Iran et la guerre que Bibi Netanyahou envisage là-bas constituent le point d'arrêt. La Syrie, y contribuant aussi jusqu'à la Baltique, où Donahue vient de proclamer la capacité des États-Unis à défier les Russes à Kaliningrad, et jusqu'à l'Arctique, où nous complotons en ce moment avec les Norvégiens, les Finlandais et d'autres, le flanc nord de l'OTAN si l'on veut, pour défier la Russie et la Chine dans l'Arctique. Je me souviens très bien d'un moment de la vie de l'amiral Crowe, lorsque je travaillais pour lui, alors qu'il était dans le Pacifique en tant que commandant du PACOM, le commandant du commandement du Pacifique, avant de devenir président des chefs d'état-major interarmés. Il a eu une rencontre avec son homologue de l'Union soviétique de l'époque, le maréchal Akhromeyev. L'une des premières choses qu'Akhromeyev a faites a été de remettre à Crowe, alors président des chefs d'état-major interarmés pour nous, une carte. J'en ai une copie. Cette carte montrait essentiellement à Crowe comment Akhromeyev percevait l'encerclement de l'Union soviétique. Elle indiquait toutes les bases militaires, toutes les installations, alliées et principalement américaines, qui étaient disposées autour de l'Union soviétique. Et son propos était simplement « Et vous pensez que nous pourrions trouver un modus operandi ?» Parce que c'était en quelque sorte l'approche de Crowe. Vous devez, vous savez, arrêter de nous encercler de cette façon, si vous pensez que nous pouvons parvenir à une sorte de... Et regardez à quel point vous êtes sensible lorsque nous plaçons des missiles à Cuba. Vous en avez partout autour de nous. Eh bien, c'est un peu ce que nous faisons aujourd'hui à la fois à la Russie et à la Chine. J'ai mentionné avant que nous soyons à l'antenne, le général Denis Leich, moi-même, et la générale Margaret Wilmot, je ne citerai pas le nom, avons récemment rencontré un sénateur, un démocrate, je peux au moins dire cela. Notre objectif apparent était de parler de l'armée entièrement composée de volontaires et à quel point elle est défaillante. Défaillante dans tous ses éléments, tant dans la réserve qu'en activité. Et l'une des choses qu'elle a opposées, c'est la tournée qu'elle venait de faire dans le théâtre du Pacifique, à travers la mer de Chine méridionale, aux Philippines, en Corée, au Japon, à Taïwan, et ainsi de suite. Et elle clairement,
et nous nous regardions tous. Nous savions ce qui se passait. Les militaires lui avaient, comme on dit dans l'armée, raconté n'importe quoi pendant tout le voyage. Elle parlait du fait que nous avions encerclé la Chine, que nous avions des alliés tout autour, que nous avions des gens prêts à s'occuper de la Chine si jamais quelque chose tournait mal en mer de Chine méridionale, avec Taïwan ou ailleurs. Et nous avons fait de notre mieux pour la détromper de ces connaissances que le Pentagone lui avait transmises. Parce qu'en réalité, si nous entrions en guerre en mer de Chine méridionale, les Chinois nous mettraient une raclée très rapidement. Quelles que soient les circonstances, ils nous battraient parce qu'ils disposent d'une base industrielle bien plus grande et robuste. Ils peuvent construire des centaines de navires contre nos 2 ou 3. Ils disposent de forces énormes rassemblées dans les endroits clés. Et peu importe si vous les avez encerclés avec tous ces pays comme les Philippines et l'Australie, et les exercices que nous nous apprêtons à mener là-bas en ce moment. Je pense que le grand exercice dans le Pacifique inclut des géants tels que la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous savez, je pourrais même dire cela de l'Australie, et certainement de certains des pays impliqués. Et nous avons maintenant des gouvernements différents en Corée et au Japon, et il semble que leur allégeance à l'Empire à long terme soit quelque peu incertaine. Donc ce que nous avons essayé de faire avec cette sénatrice, c'était de la détromper de ce mythe que l'armée lui avait raconté. Et je ne suis pas sûr que nous ayons réussi. Elle nous a promis une future audition, mais rien n'a jamais été fait. Elle n'a pas donné suite à cela. Ainsi, le Congrès des États-Unis continue de croire ce que le Pentagone lui dit. La réalité, c'est que cette approche a 4 volets de la Chine, dans l'Arctique, au centre de l'Europe, certainement au Levant. Et je pense qu'une autre approche est en train de se développer au nord de la Baltique, entre l'Arctique. Ces stratégies proviennent de la puissance économique la plus forte du monde. C'est de cela dont nous parlons. Et nous les avons poussés, aussi à cause de nos erreurs, principalement la guerre en Ukraine, à s'allier avec la Russie, et la Russie avec eux. Nous avons donc fait quelque chose qui aurait littéralement sidéré Mackinder. Nous avons, et Kissinger, ainsi que tous ceux comme Brent Scowcroft, que je considère comme de bons stratèges modernes, ils en seraient apoplectiques. Nous forçons la Russie et la Chine à se rapprocher, à être de plus en plus liés chaque jour. Ainsi, nous avons créé une situation, et je vais conclure sur cette note, très amère et triste, où l'Empire, lorsqu'il réalisera à quel point il est en train de perdre sur le plan conventionnel, aura recours à ses armes nucléaires. Et cela m'effraie, parce que je sais que nous le ferons. Je sais que nous le ferons. J'ai été là. J'ai participé aux discussions. Je sais que nous le ferons. Nous avons été les premiers à utiliser des armes nucléaires pour tuer d'autres êtres humains. Nous serons les derniers à utiliser des armes nucléaires pour tuer d'autres êtres humains. Et cela m'effraie. Cela m'effraie vraiment que nous soyons le pays qui déclenchera l'Holocauste nucléaire. C'est une pensée sombre. Je voulais toutefois vous demander, car il est très difficile de reconnaître ces stratégies d'encerclement, et cela rend la compréhension très compliquée. Qui encercle qui? Oui, eh bien, le concurrent, ce qu'il fait. Par exemple, avec les Chinois, ce qu'ils font en mer de Chine méridionale, si l'on retire le contexte, c'est-à-dire les chaînes d'îles américaines, les 2 chaînes d'îles développées depuis les années 1950 pour contenir et encercler la Chine. Si l'on omet cet élément, alors ce que fait la Chine en mer de Chine méridionale semble être une agression non provoquée, un peu comme l'agression non provoquée de la Russie. Mais ce qui est fascinant avec la Russie, c'est que cela relevait du bon sens pendant des siècles. C'est-à-dire que Nicholas Spykman, qui écrivait en 1942, ce chercheur américain spécialiste de la politique de confinement de la Russie,
a expliqué que, depuis Pierre le Grand, la Russie a toujours tenté de briser cet encerclement et que passer par la mer était une approche clé. Ainsi, comme vous l'avez souligné, les principales mers à traverser étaient l'Arctique, bien sûr la mer Baltique, que Pierre le Grand a ouverte, et la mer Noire. Et ce sont toujours ces zones où, aujourd'hui encore, nous semblons vouloir affronter les Russes, comme vous l'avez mentionné, ces trois-là. Mais même dans les années 90, lorsque nous avons décidé d'élargir l'OTAN, d'anciens responsables américains écrivaient des lettres affirmant que cela avait convaincu la Russie qu'elle était encerclée. Eltsine a averti, c'est un nouvel encerclement. En 2008, le directeur de la CIA, Burns, écrivait une lettre disant que si nous continuions à essayer d'attirer l'Ukraine dans l'orbite de l'OTAN, la Russie percevrait un encerclement et utiliserait la force pour l'empêcher. Je veux dire, c'était du bon sens. Comment en est-on arrivé à une situation où l'encerclement de la Russie est balayé d'un revers de main, comme s'il s'agissait d'une théorie du complot ou de la propagande russe? Cela devrait vraiment être au premier plan. Si l'on parle de sécurité et de réduction des conflits avec la Russie, c'est la première chose dont nous devrions discuter, non? Absolument. Et nous devrions en discuter comme d'une grande puissance en déclin, d'une autre grande puissance quelque part au milieu, alliée à une grande puissance en ascension. Et nous devrions en être conscients en abordant la discussion. C'est le point principal que je souligne à tous les sénateurs, membres du Congrès et autres personnes avec qui j'aborde ce sujet, s'ils veulent bien écouter. Nous sommes actuellement tellement endettés et tellement accablés par le système capitaliste prédateur que nous avons créé que la seule façon de survivre en tant qu'entité nationale, et de plus en plus, Trump rend même cela incertain avec ses actions intérieures, c'est de reconnaître le péril dans lequel nous nous trouvons et d'agir en conséquence, d'agir de manière vraiment intelligente. Et la première étape de cette intelligence, de cette astuce, de cette compréhension géostratégique, si l'on veut, serait de reconnaître la situation telle qu'elle est, puis de s'y adapter. Nous n'allons pas être l'hégémon mondial, sous aucun aspect. En fait, nous serons même un ou deux niveaux en dessous compte tenu de l'évolution du monde. Il faut donc l'accepter, puis construire le type de consortium dont nous avons besoin. Un consortium capable de faire face à des défis existentiels pour nous tous, comme les armes nucléaires, sans aucun traité, et la crise climatique. Nous avons un homme à la Maison-Blanche qui nie totalement, et à plusieurs reprises, l'existence d'une crise climatique. Et si vous regardez ses actions, que j'observe de très près, parce que je fais partie du groupe de travail sur la sécurité climatique. J'y suis depuis 11-12 ans. Si vous regardez ce qu'il fait, il est en train de démanteler la plupart des choses, voire peut-être toutes, que nous avons mises en place pour apporter un peu de cohérence et de bon sens à la façon dont nous abordons cette situation très dangereuse que je vise actuellement ici en Virginie. Aujourd'hui, nous allons avoir un indice de chaleur de 41 degrés. Des gens de l'Ouest me parlent de la chaleur qu'ils subissent là-bas. Et je dis, eh bien non. Laissez-moi vous parler de la chaleur que nous avons ici même à l'Est. Cela devient une situation à laquelle le monde entier, mais surtout les entités les plus puissantes de ce monde, va devoir faire face. Et ils vont devoir y faire face sans les absurdités que nous avons vues jusqu'à présent. Je parle d'actions concrètes pour obtenir une certaine réduction de la hausse des températures et de ce qui va inévitablement être un facteur de montée du niveau de la mer auquel nous allons devoir faire face d'une manière, et nous venons d'avoir de nouveaux briefings à ce sujet, d'une manière qui n'avait pas été envisagée et à laquelle nous ne pensions pas. Je parle d'une montée du niveau de la mer vraiment significative et des autres conséquences qui vont avec tout cela, comme ces pluies torrentielles que nous subissons,
ces ouragans bien plus violents que nous connaissons, et ainsi de suite. Et, comme je l'ai dit, le fait est que nous sommes sans traité. Nous n'avons plus aucun traité sur les armes nucléaires. START n'est qu'une illusion, en réalité. Il prend fin le 26 février. Et je ne pense pas que Poutine ait la moindre envie de traiter avec Washington, qui est duplice, ni avec le clone de cirque que nous avons à la tête du pays. Je ne pense pas qu'il sera disposé à s'asseoir à la table des négociations pour en discuter. Donc, je pense en fait que Xi Jinping et Poutine ont calculé que l'Empire n'est pas un partenaire avec qui l'on peut conclure des accords. Il n'est pas gérable, et qu'ils vont devoir se préparer à l'effondrement de l'Empire et aux choses qu'un empire en déclin peut parfois faire lorsqu'il se retrouve dans ce genre de situation. Je ne pense pas qu'ils croient pouvoir nous sauver, si l'on peut dire. Je ne pense pas qu'ils croient pouvoir trouver une approche diplomatique à la manière de l'ASEAN, si vous voulez. Ce que Xi Jinping souhaite faire, je pense, en se basant sur le commerce, l'économie, les échanges, sur les types de choses qui tout au long de l'histoire ont fait la différence lors de grands bouleversements de pouvoir comme celui-ci. Il ne pense pas que ça va fonctionner. Donc, je pense qu'il décide probablement maintenant de se préparer à affronter la tempête. L'une des décisions prises par Xi Jinping, que je considère comme une abomination, même si je ne néglige pas les raisons qui le poussent à le faire, est de développer son propre complexe d'armes nucléaires. Et j'entends maintenant, de la part de personnes liées à l'école centrale du parti et à leur entité stratégique, qu'ils pensent devoir se développer au point de pouvoir égaler les Soviétiques, c'est-à-dire les Russes d'aujourd'hui. Les Russes possèdent environ 6 000 ogives nucléaires, et les États-Unis en ont à peu près 5 900. C'est une sacrée accumulation nucléaire, si c'est vrai. Mais même s'ils ne cherchent qu'à atteindre la parité avec la Russie ou avec nous, cela reste une accumulation très dangereuse. Et il semble que c'est une décision qu'ils ont déjà prise et qu'ils sont en train d'exécuter. Le monde va devenir extrêmement plus dangereux sans traité et avec tous ces nouveaux programmes, y compris notre propre programme de plus de 2000 milliards de dollars, qui vise, soit dit en passant, ce programme vise en partie à créer la capacité de frapper en premier, d'encaisser la riposte et de survivre. C'est effectivement un sujet de discussion au sein du US Strategic Command. Il se dit actuellement au Pentagone que nous pourrions développer, sur le plan technologique, la capacité de mener une première frappe si dévastatrice, particulièrement contre les missiles basés au sol et autres, que nous pourrions espérer gagner, ce qui est absurde à mon avis. Mais il y a des personnes sérieuses qui en parlent réellement aujourd'hui. Je pense que nous sommes dans un nouveau monde en ce qui concerne les armes nucléaires. Ce n'est pas un monde très calme, paisible, c'est un monde très dangereux. Et il est dépourvu de traités, comme je l'ai dit. Et nous provoquons toutes les parties qui pourraient corriger cela. Nous les avons toutes antagonisées, et elles pensent que nous sommes les gens les plus trompeurs de la planète, et que nous ne voulons pas traiter avec elles. Je ne leur en veux pas du tout, mais il faut bien que quelqu'un fasse preuve de bon sens ici. Et nous devons faire quelque chose à propos de cette course aux armements nucléaires incontrôlables et vraiment croissante que nous alimentons, tout comme les Chinois, et peut-être d'autres aussi. Et permettez-moi d'ajouter une note à ce sujet. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que l'attaque contre l'Iran a été un échec. Un échec. Ils avaient soit déplacé des éléments clés de leur programme nucléaire ailleurs, soit ceux qui restaient à Fordo, Ispahan ou dans tout autre endroit n'ont pas été endommagés, dans la mesure que nous et Netanyahou prétendons. Je pense que nous faisons face à un Iran qui, s'il prend la décision, et si j'étais à leur place, en parlant strictement en tant que professionnel militaire, si j'étais l'Iran, je prendrais cette décision de construire une bombe et de la présenter comme un fait accompli.
Quelqu'un m'a dit l'autre jour, « Eh bien, nous saurions que cela se produit, ou le Mossad le saurait. » J'ai répondu, « Non, nous ne le saurions pas. » Lorsque Jim Kelly s'est rendu à Pyongyang pour parler à Yi Gun et Kang Seok-ju, tous deux aujourd'hui décédés, mais alors principaux négociateurs pour Kim Jong-il sur leur programme nucléaire, il a été choqué lorsqu'ils l'ont regardé et lui ont dit « Nous avons déjà des armes nucléaires. Nous avons déjà des armes nucléaires. » M'avez-vous entendu? Veuillez traduire cela à nouveau, s'il vous plaît. Eh bien, nous savions qu'ils étaient très proches, mais je ne pense pas que nous pensions recevoir cette affirmation directement de la bouche des deux négociateurs nucléaires. Mais nous l'avons eu. On nous a également informé par le centre de Genève, je crois que c'était le centre sismique, qu'il y avait eu un événement sismique inhabituel en Corée du Nord. Waouh, nous avons complètement raté cela. Oh, qu'est-ce que cela aurait pu être, nous sommes-nous dit. Et je faisais partie du groupe de travail qui s'occupait de cette question. Qu'est-ce que cela aurait pu être? Nous avons mené un petit examen et nous avons constaté que l'événement sismique, tel que rapporté par Genève, s'était produit dans un endroit que nous connaissions parfaitement, que nous surveillions. Mais nous l'avons manqué. Le second, nous ne l'avons pas manqué parce que nous étions beaucoup plus vigilants pour celui-là. Nous avions tous nos indicateurs en place, nos détecteurs dans l'air, etc. Et nous avons détecté le deuxième essai. L'Iran pourrait faire la même chose. Ils étaient les élèves des Nord-Coréens. Pendant la période où j'étais au département d'État et où nous travaillions au démantèlement du réseau AQ-CAN, nous avons remarqué que les Nord-Coréens et les Iraniens collaboraient de manière très étroite sur le développement de missiles balistiques et aussi sur la manière de faire des choses en profondeur sous terre. Alors imaginez ce que fera Bibi Netanyahou lorsque les Iraniens lui présenteront un fait accompli et qu'ils disposeront de l'arme nucléaire. C'est ce que je ferais à leur place si j'étais dans les circonstances dans lesquelles Bibi Netanyahou les a placés aujourd'hui. Donc, le monde est très dangereux et il l'est encore plus, peut-être de façon existentielle, pour beaucoup de gens, parce que l'Empire est brisé, brisé dans son état physique et brisé dans sa capacité à penser de manière géostratégique et géopolitique de façon saine et raisonnable. Nous en sommes tout simplement incapables. Tout ce que nous pouvons faire, c'est réagir, et nos réactions ne sont fondamentalement ni diplomatiques, ni économiques. Même si l'accord sur les tarifs fait croire à tout le monde que c'est le cas. Nos réactions sont en réalité la puissance militaire et les sanctions, ou les deux. C'est ainsi que nous gérons le monde aujourd'hui. Cela ne fonctionnera pas. Et c'est un monde très dangereux à cause de nous, plus que toute autre chose. C'est intéressant. J'ai parlé au professeur Ted Postol, qui est également conseiller auprès du Pentagone, et il a eu la même analyse. L'Iran dispose désormais de quantités si importantes d'uranium hautement enrichi qu'il en a assez pour fabriquer plusieurs armes nucléaires. Et dans ce contexte, il semble insensé de supposer que les États-Unis et Israël ont finalement décidé de ne pas détruire l'Iran. Donc, il est logique de développer des bombes. C'est presque mot pour mot ce que vous avez dit. S'il les conseillait, il recommanderait aussi de développer la bombe. Si je conseillais Téhéran, je dirais la même chose. Personne ne s'arrêtera avant que vous ne deveniez la prochaine Libye, la Syrie, l'Irak ou un autre pays. Il faut donc vraiment développer une bombe nucléaire. J'espère qu'ils ne le feront pas, d'un point de vue personnel, mais si je devais les conseiller en fonction de leurs intérêts nationaux, je dirais que c'est quelque chose qu'ils doivent développer. Mais le professeur Postol a également soutenu qu'il suivrait probablement la voie d'une puissance nucléaire non déclarée, devenir un autre Israël, si l'on veut, plutôt que d'adopter directement le scénario nord-coréen. Maintenir une certaine ambiguïté, développer les armes,
s'assurer que les États-Unis et Israël en soient conscients, mais ne pas aller jusqu'à le déclarer officiellement. Encore une fois, il n'a pas de boule de cristal. Il pourrait choisir la voie nord-coréenne ou bien ne pas obtenir d'armes nucléaires du tout. Mais l'essentiel est qu'ils ont été poussés dans cette direction, que cela fait désormais partie de leur intérêt national. Et encore une fois, cela revient à mon point de départ. Nous ne pouvons pas identifier les intérêts nationaux sans discuter des préoccupations en matière de sécurité. Et tout comme la Russie et la Chine, les Iraniens sont également très préoccupés par le risque d'encerclement. Mais je pense que si nous n'en parlons pas, c'est parce que, lorsqu'il s'agit de l'encerclement de la Russie en Europe, on utilise le langage de la démocratie. Nous permettons simplement à des peuples libres de choisir les arrangements de sécurité qu'ils souhaitent. Lorsqu'il s'agit d'encercler la Chine, on parle de la liberté de navigation. Quand il s'agit d'encercler l'Iran, il est question de lutte contre le terrorisme ou d'assurer la sécurité et la liberté. Nous n'abordons jamais la question de savoir pourquoi l'adversaire pourrait se sentir menacé. Ce que je veux dire, c'est que si l'on ne veut pas que les Chinois ou les Iraniens développent davantage d'armes nucléaires, il serait judicieux de commencer par examiner leurs préoccupations concernant l'encerclement. Mais il ne semble jamais que nous le fassions. Tu as raison. Et concernant tes suppositions sur l'Iran, et ce ne sont que des suppositions, tout comme les miennes, je pense qu'elles reposent sur des bases assez solides. Le traité de non-prolifération nucléaire est un vrai problème pour eux, et l'AIEA en est un aussi. Si tu construis, tu vas être découvert, non? Par l'AIEA ou d'autres organisations qui y sont liées. Soyons honnêtes, l'AIEA est infiltrée par la CIA, le Mossad et le MI6. J'y étais. J'ai vu comment. Par exemple, nous avons choisi le directeur général de l'AIEA. Nous avons sélectionné des personnes que nous pouvions, une fois en poste, influencer fortement. Je n'ai aucun doute, par exemple, que l'AIEA, soit par inadvertance, soit plus probablement volontairement, en quittant l'Iran avant les attaques, a transmis aux Israéliens des renseignements sur l'emplacement des éléments vraiment critiques. Maintenant, les Iraniens les avaient trompés. Heureusement, dans le cas de Téhéran, ils les avaient trompés. Et ils n'ont pas obtenu de très bonnes informations. Et nous n'avons pas vraiment mené une attaque redoutable contre l'Iran. Désolé d'interrompre, mais comment avez-vous, je suppose, pris le contrôle ou manipulé l'AIEA? Tout d'abord, vous vous assurez qu'une ou deux des personnes approuvées pour servir au sein de l'équipe sont issues de la CIA, du Mossad ou du MI6. Ces trois services forment aujourd'hui presque une seule entité. Selon les moments et les lieux, l'un sera le leader et les autres suivront. Cependant, dans ce genre de milieu, le monde clandestin, on ne sait jamais vraiment qui est le leader et qui est le suiveur. Mais pour vous donner un exemple, lorsque Donahue, ce général absolument idiot, j'ai l'habitude des généraux parachutistes, était commandant du 18e corps aéroporté avant d'obtenir son autre étoile et d'aller là-bas. Cet homme est maintenant à la tête de l'US Army Europe. Je crois qu'il l'appelle toujours ainsi. Mais lorsqu'il a déclaré publiquement que nous pouvions prendre Kaliningrad aux Russes, savez-vous qui travaille pour lui et l'aide à cet égard? Les Ukrainiens. Les services de renseignement ukrainiens qui essayent d'infiltrer Kaliningrad et vous savez, de remplacer certaines personnes là-bas afin qu'ils puissent être de meilleurs espions. Eh bien, c'est ce que nous faisons. C'est ce que la CIA, le Mossad et le MI6 font partout en Europe centrale. Ils sont partout au Liban. Pourquoi avons-nous construit la plus grande ambassade que nous ayons jamais construite dans le monde au Liban? Pourquoi avons-nous fait cela? Parce que ce n'est pas vraiment une ambassade. Il y aura quelques diplomates là-bas, mais c'est principalement un quartier général pour la CIA, le Mossad et le MI6, qui, à bien des égards, ont instrumentalisé la démocratie libérale.
Et c'est ça, la révolution de couleur. C'est de cela qu'il s'agissait en 2014 en Ukraine. C'est de cela qu'il s'agissait en Géorgie. C'est ce qui est arrivé à Nicolae Ceausescu en Roumanie. Même s'il a remporté l'élection, il n'a pas fini par gagner l'élection suivante, celle qui aurait fait de lui le dirigeant de la Roumanie, parce que nous avons veillé à ce que cela n'arrive pas. Pour revenir à votre question, nous nous assurons que l'OIAC, l'AIEA et tous ces organismes de régulation ou de surveillance comptent dans leurs effectifs des membres issus de notre communauté du renseignement. Il nous arrive même de choisir, de temps à autre, les directeurs généraux, tout comme nous avons choisi Jens Stoltenberg et son successeur, Mark Rutte, tous deux totalement dévoués à l'Empire. Et donc, poursuivre l'idée que l'OTAN est toute puissante, omniprésente et peut faire tout ce qu'elle veut, et récemment se convaincre que tous les pays vont porter leurs dépenses à 5% de leur PIB. Ah, c'est risible, c'est même grotesque. Je suis désolé. Si vous faites cela, chaque dirigeant qui s'y risquerait, de Meloni à Macron en passant par Starmer, peu importe qui, serait renversé par son propre peuple. Car la raison pour laquelle les Européens vivent aujourd'hui, c'est pour les programmes sociaux luxueux dont ils bénéficient. Et je ne critique en rien ces programmes de façon négative, car ils ont la santé, l'éducation, tous les avantages d'une démocratie libérale bien gérée. Et ces dirigeants vont être évincés de leurs fonctions avant qu'ils ne déchirent ce tissu pour adopter une posture défensive, pour devenir des membres plus robustes de l'OTAN. Donc l'Europe va tomber dans son propre piège. C'est une catastrophe, et c'est nous qui l'avons créée. Nous l'avons créée. Sous mon administration, sous l'administration de George W. Bush, nous avons commencé à acheter des journaux. Nous avons commencé à acheter des dirigeants. Nous avons commencé à acheter toutes sortes d'entités influentes à travers l'Europe afin de faire élire des personnes favorables à la fin de longues années de neutralité, dans certains cas, et à l'adhésion à l'OTAN. Et ensuite, nous avons attisé la situation en Ukraine pour ajouter un peu de glaçage sur le gâteau en les rendant craintifs de la Russie. Tout cela est tellement évident que je suis stupéfait qu'il n'y ait pas plus de gens qui écrivent à ce sujet, sauf que la plupart de nos médias sont eux aussi lobotomisés. Mais c'est ce que nous faisons depuis des années maintenant, depuis le 11 septembre, et de façon massive. Nous faisons cela en collaboration avec le MI6 et désormais très étroitement avec le Mossad. Cette stratégie a parfaitement fonctionné, mais elle a engendré le chaos. Elle a créé ce que nous voulions le long de cet arc de crise, si l'on peut dire. Car désormais, la Chine est confrontée à un arrêt brutal de chaque branche de son initiative Belt and Road, provoquée par les États-Unis et leurs alliés. Le dernier en date étant bien sûr le chemin de fer arrivant en Iran, qui allait être révolutionnaire. Nous parlons du rail traversant l'Asie centrale et arrivant en Iran. Nous parlons de réduire le temps de transport des produits fabriqués en Chine depuis le port du Pacifique de 2 jours et demi, non plus par voie maritime, mais par 16 ou 25 heures de train. Cela réduit considérablement les coûts et rend les produits bien plus compétitifs face à ceux provenant de l'autre bout du monde, si l'on peut dire. Et cela accélère aussi tout ce que l'on souhaite accélérer, comme éviter la marine américaine, puisque tous ces itinéraires sont terrestres. Et la Chine est intelligente. Elle fait exactement ce qu'elle veut faire. Et nous avons mis en place cet arc de conflit pour contrer et stopper tous ces efforts. Cela ne va pas fonctionner. Cela ne va pas fonctionner parce que lorsque l'Allemagne, par exemple, prendra conscience qu'elle est démunie sur le plan économique, elle devra se tourner vers d'autres acteurs comme Moscou et Pékin pour se redresser. Et elle le fera. Elle le fera sans hésiter, lorsque sa population se débarrassera de Merz et d'autres comme lui, pour installer de nouveaux dirigeants. Maintenant,
il y a un facteur de complication en Allemagne. Et je soupçonne qu'il y aura aussi des facteurs de complication dans d'autres pays européens. Vous avez l'AfD qui est là, et il gagne du pouvoir chaque jour. Et il y a un élément de l'AfD qui ressemble beaucoup aux nazis. Et donc, il y a ce problème avec ce que nous faisons à l'Europe, qui pourrait aboutir à une Europe ressemblant davantage à celle des années 1930 ou des années 1920, où les gens se chamaillaient et se battaient en permanence, ce qui a donné lieu à des guerres particulièrement féroces. C'est une possibilité. Parlez-en à Ursula von der Leyen, ou quel que soit son nom, et elle s'enfuira vers son arnaque à 35 milliards d'euros avec, qui déjà? Cette entreprise avec laquelle elle a été associée. 35 milliards d'euros plutôt. Elle essaie de cacher cela en ce moment, mais je ne vois pas l'avenir de l'Europe comme très prometteur en ce moment. Et nous l'avons assombri. Nous avons créé cet avenir sombre en tentant de rétablir notre hégémonie économique et autres sur l'Europe. Et je pense que nous avons échoué de façon majeure. Et nous verrons cet échec lorsque les gouvernements actuellement au pouvoir en Europe seront remplacés au cours des 12 à 18 prochains mois, remplacés par leur peuple et leur processus démocratique. Le processus allemand est vraiment difficile parce qu'il n'est pas véritablement démocratique. Le système allemand est tout simplement défaillant. On peut devenir chancelier en Allemagne en formant des coalitions qui ne représentent même pas 45% du pays. C'est insensé. Certains autres pays européens sont eux aussi bénis ou maudits par ce genre de situation. Et la France est maudite par son problème historique traditionnel. Elle n'arrive pas à se gouverner elle-même. Macron l'a prouvé. Nous devrons donc simplement voir comment l'Europe et ses gouvernements évolueront. Mais nous avons causé beaucoup de dégâts. Nous avons causé d'énormes dégâts. Et Bruxelles a été complice de ces dégâts. Et quand je dis Bruxelles, je parle à la fois de Luxembourg et Wickela et de la direction de l'OTAN. Vous avez mentionné plus tôt qu'une zone clé d'encerclement était l'Arctique. Nous avançons maintenant. Mais lorsque vous serviez sous l'administration Bush, permettez-moi de dire une chose à ce sujet, car c'est très pertinent. L'une des raisons pour lesquelles nous avons fait venir la Finlande et la Norvège, c'est parce qu'elles ont des brise-glaces et que nous n'en avons pas. Oui, eh bien, j'allais justement dans cette direction. Vous avez mentionné qu'à la Maison-Blanche, vous passiez beaucoup de temps à examiner comment retourner les bons Européens qui devaient être mis en avant, qui devaient, eh bien, ne pas l'être, être relégués. Est-ce qu'il y avait déjà une attention particulière portée à la Scandinavie à l'époque, ou était-ce trop tôt pour envisager de pousser l'OTAN dans l'Arctique afin d'essayer d'encercler la Russie aussi par là? Je pense que l'Arctique en était un élément majeur. À cette époque, nous travaillions au sein du Conseil de l'Arctique pour faire exclure la Russie et empêcher la Chine d'obtenir même le statut d'observateur. Or, dans l'administration à laquelle j'ai appartenu, en fait celle de George W. Bush, nous n'étions pas favorables à cela, mais c'est finalement ce qui s'est produit. Et aujourd'hui, le Conseil de l'Arctique est plus ou moins utilisé comme un outil de l'Empire pour empêcher ceux que nous ne voulons pas voir actifs dans l'Arctique d'intégrer le Conseil. Mais c'est encore plus complexe que cela. Et tu as tout à fait raison concernant notre travail auprès des pays scandinaves, en particulier dans ce but. Le flanc nord de l'OTAN semblait extrêmement vulnérable si l'on considérait vraiment ce que la Russie faisait sur sa frontière nord. Et ce que faisait la Russie, Staline y avait installé beaucoup d'équipements qui étaient, disons-le, militaires ou à vocation militaire. Une fois que l'URSS s'est effondrée, tout cela est parti à volo. Je veux dire, presque du jour au lendemain. Il ne faut pas attendre longtemps pour que les choses tournent mal dans l'Arctique.
l'hiver reprend rapidement ses droits. Ainsi, toute la frange nord de ce qui était l'Union soviétique et qui est devenue la Russie a été laissée à l'abandon, surtout sous Yeltsin. L'une des choses que Poutine a faites, c'est de redonner vie à tout cela de façon spectaculaire. Il y a maintenant des installations militaires là-haut, des installations scientifiques, des installations qui sont clairement conçues pour surveiller le passage du Nord-Ouest, qui passent au plus près de la Russie et de façon particulièrement stratégique, en raison de son littoral et de la manière dont il borde l'Arctique. Le Canada possède également une vaste côte, mais il ne dispose pas du même type de littoral que la Russie, qui se prête autant à l'interdiction et au contrôle. Il se dit même que les Russes pourraient imposer un tarif pour le passage le long de ce tronçon maritime, car ils se trouvent dans leur zone économique. Et ils ont la puissance militaire nécessaire pour faire appliquer un tel tarif. Nous ne voulons pas que cela se produise. C'est pourquoi nous sommes déjà présents là-bas. Nous sommes déjà là-bas, et nous y sommes avec les Finlandais et les Norvégiens, car ils font désormais partie de l'OTAN. Nous sommes là-bas parce qu'ils ont des brise-glaces et que nous n'en avons pas. Nous en avons un qui est en panne et un autre qui est resté au port pendant environ 2 ans. Je pense que Trump a investi plusieurs milliards de dollars dans ce budget de défense, de plus de 1000 milliards pour en construire. Mais il faut beaucoup de temps pour construire un brise-glace. Et nous ne sommes plus du tout performants en construction navale. Un autre point, la Chine excelle dans la construction navale. Leur base industrielle de défense dépasse largement la nôtre. Celle de la Russie aussi, désormais. Ils peuvent produire ce qui est nécessaire à la défense beaucoup plus rapidement et à une échelle bien plus grande que nous. Et soit dit en passant, leurs produits sont meilleurs que les nôtres, comme l'a prouvé l'Ukraine, et comme l'a montré l'incapacité d'Israël à se défendre contre l'Iran. Nous sommes donc actuellement dans une situation où l'Arctique est un théâtre de guerre, et nous le traitons comme tel. Et nous le faisons parce que nous pensons que la Chine et la Russie ont de mauvaises intentions dans l'Arctique, au lieu de collaborer avec eux pour accomplir plusieurs choses. Premièrement, il faut s'assurer que l'Arctique ne soit pas violé, pillé et exploité, ce que de nombreuses entreprises minières, pétrolières et gazières américaines aimeraient faire. Et je suis sûr que Poutine a aussi ce problème dans son propre pays, mais il le gère un peu mieux. Deuxièmement, nous pensons qu'il pourrait y avoir toutes sortes de terres rares et d'autres ressources similaires dont nous avons désespérément besoin sur le fond marin arctique. Et nous avons peut-être raison. Les scientifiques disent que c'est une projection plausible. Troisièmement, nous sommes l'ennemi de tous les autres qui veulent aborder l'Arctique de manière amicale, diplomatique, en se disant « faisons-le pour le bien de l'humanité ». Nous voulons en avoir le contrôle. Et nous voulons que la marine américaine puisse assurer ce contrôle et la garde côtière là où c'est possible. Nous sommes fous, Glenn. Nous sommes fous. Et nous ne voulons que personne d'autre s'en mêle. Mais comment? C'est là où j'ai du mal à comprendre. Pourquoi les Européens acceptent-ils cela? Pendant tant d'années, l'Arctique était considéré comme une zone de coopération à somme positive. Même pendant la guerre froide, au plus fort des tensions, nous pouvions encore travailler dans l'Arctique, quelles que soient nos divergences. Et puis, comme vous le savez, il y a des frontières entre les Scandinaves et les Russes. Cela a aussi été une région où nous pouvions atténuer certaines tensions et réellement collaborer. Il y a donc un intérêt national à préserver la stabilité et à protéger l'Arctique. Malheureusement, nous voulons en faire une ligne de front, ce qui n'est certainement pas dans l'intérêt des pays de la région. Comment est-il possible que tous les responsables politiques acceptent cela? Parce que là, c'est une catastrophe annoncée. C'est comme si nous allions devenir l'Ukraine du Nord.
Attendez une minute. Vous avez entendu Lindsey Graham à plusieurs reprises à la tribune du Sénat et vous pensez qu'il y a un peu de bon sens en matière de sécurité. Je veux dire, Lindsey Graham, aussi fou soit-il, et certaines de ses déclarations en témoignent de façon éloquente, représente une part considérable de la législature américaine. C'est ce qu'ils ressentent, en particulier au sein du Parti républicain. Mais il y a aussi beaucoup de démocrates. Comme Blumenthal l'a prouvé avec ses déclarations sur l'Ukraine et son étreinte à Lindsey Graham à Kiev. Il y a une véritable pression de la part de la législature américaine, aussi aveugle soit-elle, sur toutes ces questions. Car eux aussi savent, premièrement, à quel point nous sommes endettés et qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire à ce sujet. Et deuxièmement, à quel point la Chine et maintenant la Russie ont pris de l'avance. Et ils sont morts de peur. Ils sont terrifiés par ce qui se passe. Et ils pensent que la seule façon de répondre, c'est par la force militaire et avec le genre d'approche de rouleau compresseur que Donald Trump pratique. Je pense que certains commencent à s'en détacher un peu maintenant, parce qu'ils ont vu le chaos. Auriez-vous jamais pensé que Marjorie Taylor Greene se lèverait et qualifierait ce qui se passe à Gaza de génocide au Congrès des États-Unis? Elle vient de le faire. Que Dieu la bénisse pour cela. Un peu tard, madame, mais que Dieu vous bénisse de l'avoir fait. La plupart de ses compatriotes dans cet organisme sont morts de peur, et ils pensent, par crainte, que la meilleure réaction est un budget de la défense à 1000 milliards de dollars et d'encercler nos ennemis, ce qui est absurde. Premièrement, nous ne pouvons pas encercler nos ennemis. Deuxièmement, savez-vous à combien s'élèvent aujourd'hui les paiements d'intérêts annuels sur notre dette? Plus de 1000 milliards de dollars. D'ici 7 ans, ce sera 2000 milliards, selon l'Office of Management and Budget et le Congressional Budget Office. Il n'y aura plus de dépenses fédérales discrétionnaires dans l'Empire. Tout ira au paiement d'intérêts sur la dette et au budget du Pentagone. Ils ne savent pas quoi faire pour arrêter cela. Regardez ce qu'ils viennent de faire. Ils ont ajouté 150 milliards de dollars supplémentaires au trillion de Trump. Ils ne savent pas quoi faire. Alors, ils continuent simplement à faire la même chose encore et encore, en espérant qu'ils partiront vers l'horizon et prendront leur poste de lobbyiste ou autre avec eux. Ce que nous disons, Glenn, je ne trouve pas de meilleur terme pour l'expliquer. Mais si tu regardes l'histoire des empires sur les 5000 dernières années, tu trouveras des gens qui ont fait des choses similaires. Que tu regardes l'Empire romain d'Orient ou d'Occident, l'Empire perse, mongol, moghol, ou n'importe lequel de ces empires, ou les plus modernes, eh bien, ils n'existent plus aujourd'hui. Et à la fin, ils étaient vraiment stupides. C'est très frustrant à observer, car, au bout du compte, je pense que même les principaux adversaires des États-Unis aujourd'hui, à savoir la Russie et la Chine, ne tireraient aucun avantage à voir les États-Unis aller droit dans le mur. Que les États-Unis adoptent une position plus modeste dans le système international serait probablement assez bénéfique. D'ailleurs, en Chine, beaucoup souhaitent encore que le dollar soit maintenu pendant un certain temps. Il présente de grands avantages. Donc, tout n'est pas aussi un jeu à somme nulle que nous l'imaginons souvent. Mais cela m'amène justement à ma dernière question. C'est-à-dire, étant donné que nous semblons arriver au bout du chemin ici, comme vous l'avez mentionné, avec la dette qui devient incontrôlable, il y a de la panique alors que les politiques d'encerclement et de confinement échouent. Nous poussons tous ces géants eurasiens à s'unir. Étant donné que la Chine et la Russie sont les deux principaux qui s'opposent ou résistent désormais indirectement à cette pression, comment réagissent-ils à cela? C'est-à-dire à la fois à la menace, et pas seulement à la menace, mais à l'utilisation de la force militaire contre eux, ainsi qu'à l'instrumentalisation du système économique international.
Comment voyez-vous leur réaction à ce moment unique de l'histoire? Je pense que vous avez un excellent test décisif pour répondre à cette question, venant de tous les endroits, de Brasilia et de Lula, parce qu'il a toujours suscité beaucoup de respect de ma part. Il a vraiment été un allié précieux lorsque je travaillais sur la diplomatie de troisième voie, enfin, de deuxième voie, je suppose. Mais nous l'appelions troisième voie parce que c'était tellement éloigné des affaires de l'hémisphère occidental au département d'État. Pour Cuba, nous nous sommes rencontrés à Toronto. Nous nous sommes rencontrés à La Havane, de nombreuses fois à La Havane. Nous nous sommes rencontrés à Sao Paulo. Nous nous sommes rencontrés à Mexico. Et Lula est son conseiller en politique étrangère, qui m'a un jour abordé ainsi. « Je suis marxiste. Peux-tu traiter avec moi ?» J'ai répondu, « D'après ce que j'entends, tu es aussi très intelligent. Bien sûr que je peux traiter avec toi. » Mes amis cubains ici sont pour la plupart marxistes, mais j'ai été très impressionné par la façon dont ils comprenaient les problèmes et essayaient de nous aider. Et bien sûr, nous en sommes arrivés au point, avec le président Obama, où il y avait un semi-rapprochement entre La Havane et Washington. Puis Trump est arrivé et a tout écrasé. Mais tout cela pour dire que Lula est un homme très intelligent, et je pense qu'il a abandonné. Il a abandonné les États-Unis d'Amérique, et il va ailleurs, et il va faire ce qu'il faut pour aller ailleurs. Il pourrait apprendre de lui, ces autres puissances dont vous parlez. Il pourrait apprendre de lui. Xi Jinping me semble être quelqu'un qui observe aussi de très près ce qui se passe dans le monde. Et bien sûr, Poutine aussi. Et le BRICS lui-même n'est peut-être pas la solution ultime, mais certainement un condominium si l'on veut. Un concert de puissance dans le monde qui accepte le fait, par exemple, que le dollar doit être remplacé, qu'il va falloir le remplacer, que peut-être la Chine devra assumer ce fardeau. Vous savez, peu importe. Je ne pense pas qu'ils le souhaitent non plus, mais il pourrait leur incomber de le faire. Ou bien un consortium de nations s'en charge. Parce qu'il, soyons honnêtes, je pense que Lula a raison. Parier sur les États-Unis pour son avenir est un jeu désespéré. Il faut donc trouver d'autres solutions. Et tant que l'Empire ne se réveillera pas, s'il se réveille un jour, obtenir un bon leadership est la première condition préalable à cela. Ils doivent tracer leur propre chemin dans le monde. Et le fait que cela se produise dans un endroit où notre capitalisme prédateur a pratiquement tenté de détruire les anciens gouvernements, que ce soit au Chili, en Bolivie ou ailleurs, est vraiment, vraiment fascinant. Et le fait que cela se passe avec un dirigeant au Brésil est encore plus fascinant. Mais je pense que nous allons voir de plus en plus de personnes, de plus en plus de dirigeants dans le monde, faire ce genre de choses. Et ce qui va se passer, c'est que nous allons simplement être laissés dans le sillage du reste du monde. Et le reste du monde, c'est les 4/5 de l'humanité. Donc, ce ne sera pas vraiment un sillage tumultueux, sauf que nous pourrions essayer de l'arrêter en utilisant des armes nucléaires. J'espère que non. Je l'espère vraiment, car ce serait une sacrée façon de finir. Eh bien, Trump vient de tweeter. C'est apparemment ainsi que la politique étrangère se fait désormais. Une menace, et pas seulement une menace, mais une punition envers l'Inde. Il a écrit qu'étant donné que l'Inde achète des armes à la Russie et qu'elle achète aussi de l'énergie à la Russie, elle devra désormais payer un tarif douanier de 25%. Parce que c'est une mauvaise chose à faire, puisque la Russie est en guerre contre l'Ukraine. Pour arrêter les tueries, il devrait boycotter la Russie. Je veux dire, cela ressemble presque mot pour mot à ce que dit Biden, sauf qu'il n'est pas allé jusqu'à menacer de punir l'Inde, un pays réellement ami. Même si l'Inde devait plier le genou et obéir comme un bon Européen,
se subordonner comme un vassal loyal, ce ne serait pas la fin de l'histoire. Demain, Trump viendrait dire qu'il faut maintenant se déconnecter de la Chine. Et chaque fois qu'il penserait acheter un peu de bonne volonté, il ne ferait que devenir de plus en plus dépendant, avec de moins en moins de cartes en main. Au final, il devrait, comme nous en Europe, embrasser la gloire d'être des vassaux et apprendre à aimer lécher la botte qui vous frappe. Vous venez de mettre le doigt sur un problème du sous-continent qui s'inscrit dans le cadre plus large de la reprise du grand jeu. Et ce problème, c'est le Pakistan, l'Inde et la Chine. De toute évidence, la puissance dominante dans cette région, c'est la Chine. Mais l'Inde, en termes de population, est en train de dépasser la Chine, si ce n'est déjà fait, en population totale. Et l'Inde semble de plus en plus pouvoir devenir, si elle bénéficie d'un véritable bon leadership, et Modi n'incarne pas ce leadership, une puissance économique très dynamique également. Elle en a le potentiel. C'est donc, si l'on veut, un grain de sable dans l'engrenage de cette cohérence asiatique, de cette cohérence orientale, qui construit ce mastodonte destiné à affronter l'ancien empire, l'empire américain. Mais je pense que ça finira par se régler. Il y a cependant de véritables complications potentielles. Par exemple, je pense que si Israël utilisait une arme nucléaire contre l'Iran, le Pakistan éliminerait Israël. Je le pense vraiment. Je crois qu'il le ferait. À Islamabad, il prendrait la décision. Israël disparaîtrait. Il y aurait 5 champignons atomiques. C'est tout ce qu'il faudrait. Et Israël serait détruit. C'est à quel point les pactes sont sérieux en ce qui concerne ce qui se passe au Levant. De la même manière, la Chine doit s'inquiéter que le Pakistan fasse quelque chose de ce genre, ou pire, fasse quelque chose de similaire à l'ouest de l'Inde, comme ce qu'ils font actuellement avec la fonte des glaciers. Ils font face à un problème terrible qui est en train de se développer. Et l'ouest de l'Inde connaît également un problème grave qui s'aggrave. Car lorsque ces glaciers auront fini de fondre, et que toutes les inondations, comme la tragique inondation qui a récemment submergé un tiers du Pakistan, seront terminées, le problème sera l'inverse. Il n'y aura plus d'eau qui descendra. Le Pakistan a construit une série de barrages pour retenir cette eau et l'empêcher d'aller vers l'ouest de l'Inde, afin de l'utiliser pour lui-même, car c'est la seule façon pour eux de survivre en matière d'eau. Imaginez les problèmes que cela pose. On se retrouve donc avec ce problème massif, qui n'est pas si petit que ça, dans le sous-continent. En même temps, il y a ce changement considérable concernant l'emplacement de l'Empire et là où il se construit. Je ne sais pas comment cela va se terminer, mais c'est un autre ingrédient d'un danger terrible auquel nous sommes confrontés, et que la mauvaise gouvernance à Washington ne fait qu'aggraver, car Trump n'a aucune idée de ce dont je viens de parler. Oui, eh bien, pour revenir à mon premier point, je pense que si nous discutons au moins de ces questions, de ce qui préoccupe ces pays, il y aura au moins une voie pour aborder ces problèmes, commencer à s'y préparer et chercher des solutions. Pour moi, l'une des grandes malédictions de ce moment unipolaire a été que tout devait être légitimé, comme vous savez, relevant du bien commun. Donc tout devait être présenté comme une victoire de la liberté sur l'autoritarisme. C'est pour cela qu'on ne peut plus discuter de préoccupations sécuritaires concurrentes. Rien du tout. C'est très manichéen. Mais, bref, merci beaucoup, colonel, pour votre temps. Je sais que vous êtes occupé, alors merci encore. Merci de m'avoir invité, je vous en suis reconnaissant.